Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition d'information au sommaire. Sao Tomé et Principe, tentative de coup d'État. C'est un échec cuisant pour les commanditaires selon le gouvernement. L'attaque a eu lieu la nuit du 24 novembre à cette nuit, du 25 novembre 2022. À la suite de cet incident majeur, un contingent a été déployé sur le terrain pour sécuriser le chef de l'État. Et puis toujours au sommaire de cette édition d'information, on parle de RDC, de Rwanda, mais surtout au centre, le mouvement du 23 mars. Un accord de cessez-le-feu immédiat a été décidé à Luanda, l'application entrant en vigueur ce 25 novembre à 18h. Cependant, le M23 s'est opposé aux conditions incluses. Les attaques se poursuivaient encore des heures avant l'application de ce cessez-le-feu. Analyse à suivre dans ce journal avec notre invité. Mesdames, Messieurs, bienvenue à nouveau à cette édition d'information sur For You Télévision. Vous nous regardez sur nos différentes plateformes, For You Media Africa, nous écoutez sur la 96.3 FM, For You Radio. Et on parle à l'entame de cette édition d'information de la RDC et du Rwanda, mais surtout de l'accord de cessez-le-feu immédiat qui a été signé à Luanda lors de ce mini-sommet entre Kigali et Kinshasa. Il faut le dire, les tensions s'enlisent et de plus en plus depuis plusieurs mois. C'est que la RDC accuse le Rwanda d'agression sur son territoire, notamment dans l'est du pays. Un mini-sommet s'est tenu à Luanda en début de semaine, lequel a abouti à un cessez-le-feu immédiat qui prenait effet ce 25 novembre dès 18h. Mais peu avant, les attaques se poursuivaient. Et la veille déjà, le M23 s'était opposé à quelques conditions et avait fait comprendre son mécontentement par rapport à cette résolution. Quelle analyse faire de tout cela dans ce journal? On reçoit Luc Michel, il est géopoliticien. Bienvenue à vous. Bonsoir à vous, les spectateurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce cessez-le-feu est une farce, parce qu'il n'est pas le principal mouvement, le M23, n'est pas concerné, n'a pas signé la trêve. Ce qui se passe au Congo, c'est une guerre par procuration que le Rwanda fait au peuple congolais. Et à partir de ce moment-là, où le principal proxy n'est pas concerné, c'est une farce. En réalité, le Congo est agressé par le Rwanda depuis 1994. Le Rwanda a créé la guerre civile congolaise de 1996 qui a mis un terme au régime de Mobutu. Et il a créé la seconde guerre civile congolaise de 1988 qu'on appelle la guerre mondiale du Congo, dans lequel les 10 pays voisins et 10 forces politico-militaires internes ont déchiré le Congo. Ça fait maintenant 25 ans que les Rwandais pillent et occupent le Congo. Félix Tshisekedi paye en fait ses mauvais choix de politique. C'est un agent américain. Comme est un agent américain, le dictateur de Kigali, Kagame, et bien entendu au début du régime de Tshisekedi, celui-ci a fait des accords avec Kigali permettant à l'armée rwandaise d'intervenir dans l'Ituri. Il a fait également des accords qui font intervenir les forces spéciales américaines dans la lutte contre un autre groupe qu'on appelle l'ADF. Aujourd'hui, évidemment, Félix Tshisekedi est tenu par la proximité des prochaines élections et le sentiment très virulent anti-rwandais qui existe parmi le peuple congolais. Le grand événement, c'est l'intervention devant le Parlement panafricain de Jeannette Kabila, la sœur jumelle de l'ancien président Kabila, qui a fait une brillante et remarquée vigoureuse intervention anti-rwandaise. Il ne faut donc pas entendre grand-chose de la diplomatie de Félix Tshisekedi. La deuxième chose, c'est que Tshisekedi, au content d'être un agent américain, est également lié au Quai d'Orsay et aux Belges, qu'on appelle la France africaine belge. Et il a demandé imprudemment au président Macron d'apporter la paix en RDC. Évidemment, Macron, qui est lié avec des accords de diplomatie secrète avec Kigali, ne saurait absolument pas apporter la paix au peuple congolais. Eh bien, Kinshasa a considéré cet accord non pas comme une sorte d'arrangement entre les deux pays, c'est-à-dire la République démocratique du Congo et le Rwanda, mais plutôt comme un aveu de ce que Kinshasa appelle l'agression rwandaise. Comprenez-vous cette lecture de Kinshasa?
Oui, tout à fait. Écoutez, l'agression rwandaise, elle n'est pas contestable. Il y a un rapport de l'ONU qu'on appelle le rapport Mapping qui accuse le Rwanda de déstabiliser le Congo et d'avoir provoqué un génocide de plusieurs millions de Congolais. Mais évidemment, Tshisekedi pense être réélu président sur le sentiment anti-rwandais. C'est une erreur profonde. Infiniment, Luc Michel, je rappelle que vous êtes géopoliticien et vous étiez l'invité de ce grand journal. Bonne soirée à vous et à vos téléspectateurs. C'est un titre à Sao Tomé, une tentative de coup d'État a été contrée dans la nuit du jeudi au vendredi 25 novembre 2022 à Sao Tomé et Principe, selon une annonce du Premier ministre Patrice Trovoada. Des militaires ont été déployés afin de sécuriser les résidences des membres de la famille du président ainsi que ceux du gouvernement. Carlos Villanova, quel état des lieux? Et Mamouto refait justement cette actualité dans ce reportage. Regardez. Le Premier ministre Patrice Trovoada a annoncé une tentative de coup d'État échouée à Sao Tomé et Principe dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon le ministre, un groupe de 4 personnes associées au groupe sud-africain Buffalo ont pénétré dans la caserne, tandis qu'un autre groupe se trouvait à l'extérieur, mais ceux-ci ont été neutralisés par l'état-major. Parmi les personnes interpellées, figure Delphine Neves, président de l'Assemblée nationale sortant, qui a perdu cette fonction le 11 novembre dernier lors de l'installation de la nouvelle chambre issue des législatives du 25 septembre. Remportée à la majorité absolue par le parti de centre droit de Trovadoa, l'Action démocratique indépendante. La situation dans la caserne est sous contrôle, mais nous devons avoir la certitude que le pays est complètement sous contrôle, a assuré le Premier ministre. Des militaires ont été déployés pour sécuriser les résidences des membres du gouvernement et du président de la République, Carlos Villanova. La ville est calme, les gens vaquent à leur occupation normale, mais les écoles ont demandé aux parents de ne pas envoyer leurs enfants, a-t-il ajouté. 2 grands partis se disputent la direction du pays depuis son indépendance en 1975, l'ADI de Patrice Trovoada et le mouvement de libération de Sao Tomé et Principe, Parti social-démocrate. Sao Tomé et Principe est habitué aux alternances au pouvoir de ces 2 formations qui dominent la scène politique depuis l'instauration du multipartisme en 1991, après 15 années d'un régime marxiste de parti unique dans cette ancienne colonie portugaise. À la suite de plusieurs tentatives de coup d'État, les dernières en 2003 et 2009, le régime parlementaire s'y est affirmé et a permis plusieurs alternances entre l'ADI et le MLSTP, ce dernier étant issu de l'ancien parti unique. Est-ce qu'à la présent en Guinée-Conakry, où 3 partis politiques d'opposition, ou du moins quelques coalitions, ont répondu absents? C'était tout simplement lors de la cérémonie d'ouverture du dialogue inclusif le 24 novembre 2022, initié par le gouvernement de la transition du colonel Mamadi Doumbouya. Ces assises visent à conduire à une transition civile au pouvoir, qui ne sont peut-être pas du même goût que celle de l'opposition, qui déjà avait conditionné sa présence à cet événement. Kouetchou a fait le tour de cette actualité. Je vous propose son reportage. C'est l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi, par ailleurs médiateur de la CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, qui a inauguré le 24 novembre en Guinée la cérémonie d'ouverture du grand dialogue national initié par les autorités de Conakry. Les principales formations politiques d'opposition ont brillé à ce rendez-vous par leur absence. La NAD, nos valeurs communes, le RPG de l'ancien président déchu Alpha Condé et les partis membres de la coalition du FNDC, récemment dissoute par le gouvernement de transition, ont tous boycotté l'ouverture de ce dialogue, soit près de 90% des suffrages aux dernières élections. Rien de vraiment surprenant puisque ces partis avaient conditionné leur participation à 10 préalables, parmi lesquels la libération de certains de leurs partisans emprisonnés dans un contexte politique, l'arrêt immédiat des poursuites
contre certains cadres de leur parti en exil et la possibilité pour ces derniers de rentrer au pays, entre autres. Le Premier ministre guinéen, Bernard Goumou, s'est dit quant à lui ouvert à accueillir les figures d'opposition le temps de ce dialogue qui se tient du 24 novembre au 15 décembre 2022, après avoir connu plusieurs ajournements de par le passé. Il faut rappeler que ces assises sont destinées à permettre aux partis et organisations de la société civile guinéenne de discuter d'organisation d'élections, de l'élaboration d'une nouvelle constitution et du référendum auquel elle donnerait lieu ou encore du recensement préalable de la population. Elle doit déboucher sur une période de transition avec, selon la feuille de route, un retour des civils à la tête du pays. Et on reste en Afrique de l'Ouest. Cette fois-ci, on parle d'économie, notamment au Mali, où le groupe de la Banque africaine de développement, BAD en abrégé, soutient le gouvernement dans son processus de développement. À cet effet, la BAD met à la disposition du pays une enveloppe financière d'un montant de 6 millions d'unités, environ 5 milliards de francs CFA, sous forme d'un don pour le financement du projet d'appui aux structures de gouvernance. L'accord de financement a été signé le 24 novembre dernier entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre Alouseni Sanou ainsi que le responsable pays du bureau du groupe de la BAD au Mali. Les détails sont contenus dans cet élément signé Foutundedi. Créer des conditions plus favorables à la sortie graduelle du Mali de sa situation de fragilité à travers notamment le renforcement des capacités en matière de lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite et les flux financiers illicites. Tel est l'objectif du projet d'appui aux structures de gouvernance. Selon les autorités maliennes, il servira à répondre à des besoins au niveau de 5 structures. Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, cellule nationale de traitement des informations financières, inspection des finances, direction nationale du contrôle financier et direction générale des impôts. Les autorités maliennes et les responsables de la Banque africaine de développement attendent donc beaucoup de ce projet. À terme, il doit améliorer les taux concernant la déclaration des biens, le nombre de missions d'audit interne ou encore le niveau des recettes. En effet, selon les projections du projet, le pourcentage de déclaration passe de 25% en 2020 à 100% en 2025. Selon la Banque africaine de développement, l'atteinte de ces résultats permettra ainsi d'élargir l'espace budgétaire du pays pour la mise en œuvre de ces programmes de développement économique et social et renforcer la transparence de l'efficacité des dépenses publiques. Selon le responsable du pays du bureau du groupe de la Banque africaine de développement, ce projet vient ainsi contribuer au renforcement dans le partenariat avec le Mali pour le développement socio-économique. En Afrique centrale, le budget 2023 est actuellement sur la table de l'Assemblée nationale au Cameroun. Selon le projet de loi portant la loi de finances déposée au cours de ce mois de novembre à l'Assemblée nationale au Cameroun, le gouvernement propose un budget qui s'élève à 6 345,1 milliards de francs CFA contre 6 080,4 milliards de francs CFA en 2022. Cette somme sera repartie dans plusieurs secteurs afin d'améliorer les conditions de vie des Camerounais, une proposition jusqu'à présent qui n'a toujours pas fait l'unanimité. Comabité revient sur cette actualité dans son reportage. Regardez. Le gouvernement vient de déposer sur la table des députés à l'Assemblée nationale le projet de loi des finances du Cameroun au titre de l'exercice 2023 pour examen. Le budget de l'État s'équilibre en ressources et emploie la somme de 6 345,1 milliards de francs CFA contre 6 080,4 milliards en 2022, soit une augmentation de 264,7 milliards de francs CFA, représentant un taux de 4,4% par rapport à l'exercice 2022. Le budget général s'élève à la somme de 6 274,8 milliards de francs CFA, tandis que celui des comptes d'affectation spéciale est de 70,3 milliards de francs CFA contre 102,7 milliards
du fait du retrait du CAS, précédemment destiné au financement de lutte contre le Covid-19. L'augmentation enregistrée par le budget général est de 297,1 milliards de francs CFA, soit un total de 5% de plus par rapport à l'exercice 2022, où il s'est situé à 5 977,7 milliards de francs CFA, selon l'exposé des motifs. À en croire le gouvernement du Cameroun, ce budget a été élaboré dans un contexte marqué par le ralentissement de la croissance économique mondiale, dont le taux projeté en 2023 est de 2,7% sur le plan international. L'inflation devrait diminuer pour s'établir à 6,5% du fait des politiques monétaires désinflationnistes mises en place par les banques centrales. La même diminution est attendue en zone CEMAC où ce taux est projeté à 3,3%. Sur le plan national, l'élaboration de ce projet de loi s'est adossée sur plusieurs facteurs, notamment sur les projections macroéconomiques. Elle table sur une croissance de 4,2% contre 3,7% en 2022, en dépit de la contraction de l'activité dans le secteur pétrolier. L'inflation restera maîtrisée à 3% contre 4,6% en 2022, selon l'exposé des motifs de ce texte. De manière globale, les recettes internes et les dons sont projetés à 4 676,4 milliards, en augmentation de 453,3 milliards de francs CFA par rapport à la loi de finances rectificative à 2022, où elle se situait à 4 223,2 milliards de francs CFA, soit une progression de 10,7% en valeur relative. Ces recettes se présentent ainsi: 807 milliards de francs CFA pour les recettes pétrolières et gazières, 3 528,1 milliards de francs CFA pour les recettes fiscales et douanières, 250,4 milliards pour les recettes fiscales et 91 milliards de francs CFA pour ce qui est des dons. S'agissant des dépenses du budget général, hors dette, elles sont évaluées à 4 536,1 milliards de francs CFA, y compris les intérêts de la dette. Elles sont en hausse de 118,7 milliards, soit une augmentation de 2,7% en valeur relative par rapport à l'exercice 2022. Les membres du gouvernement sont attendus ainsi à la chambre basse du Parlement dans les prochains jours pour défendre leur enveloppe budgétaire pour l'exercice 2023. Et voilà qui met fin à cette édition d'information sur For You Télévision. Merci à tous de nous avoir regardés sur nos différentes plateformes For You Media Africa. Vous nous écoutiez sur la 96.3 FM For You Radio. Pour ceux qui sont à Douala et ses environs, merci à tous de rester en compagnie de nos programmes. L'information se poursuit sur nos différents médias. Au revoir, Nati Tinkou.